Scorcelletti. Charles Jégu, bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine. Vous co-signez avec Emanuele Scorcelletti cette magnifique couverture consacrée au premier anniversaire de la réouverture de Notre-Dame. Soyez le bienvenu autour de cette table. Sylvie Bretonne, vous êtes la directrice générale de la Fondation Notre-Dame. Soyez également la bienvenue autour de cette table. Et enfin, Linda Lenné, vous occupez la fonction de rédactrice en chef de l'éco-touristique et vous êtes avec Jean Viard, la co-autrice de cet ouvrage intitulé « Quand le tourisme s'éveillera ». C'est aux éditions de l'Aube. Soyez la bienvenue également dans cette émission. Je disais tout à l'heure en introduction, ça fait quasiment un an jour pour jour que Notre-Dame de Paris a réouvert ses portes. Je vais vous poser déjà une question très personnelle, si vous me le permettez. Que représente ce premier anniversaire pour vous ? Beaucoup d'émotions. Vraiment, oui. Beaucoup d'émotions puisque nous voyons, nos bureaux à la Fondation Notre-Dame sont situés juste en face du parvis et nous voyons vraiment des flux de visiteurs massifs depuis la réouverture. La cathédrale a commencé à être revisitée au niveau de ses extérieurs courant 2023. Oui. Mais c'est vrai qu'on voyait des conférenciers qui expliquaient vraiment, notamment le portail, des touristes qui s'installaient sur les gradins, sur le parvis. Mais depuis la réouverture, il se passe vraiment autre chose. Et c'est vraiment toute la journée qu'on voit des visiteurs, alors en fonction des jours, de la saison, des fêtes qu'il peut y avoir, évidemment. Et en ce moment, un mardi matin, il fait froid, il y a peu de monde, mais il se passe vraiment des choses extraordinaires dès l'extérieur. Et à l'intérieur, si vous demandez aux prêtres qui sont là toute la journée, qui célèbrent, ils vous disent qu'il se vit aussi des choses extraordinaires à Notre-Dame, avec des gens qui demandent le baptême parce qu'ils sont touchés par une statue, par une chapelle, par une célébration, des gens qui viennent se confesser. Au moment de partir, ils ne l'ont pas fait depuis 30 ans. Enfin, c'est incroyable, tout simplement. Cette émotion dont parle Sylvie Bretonne, c'est aussi ce que vous retenez, vous, à titre personnel, Charles Jégu, de cette première année ? Oui, bien sûr, parce que je n'avais pas visité la cathédrale, je l'ai fait pour ce reportage. Oui. Et c'est un moment très émouvant, vraiment. On est saisi parce que c'est une cathédrale qui a 850 ans d'âge, qui a failli mourir plusieurs fois, mais notamment il y a 5 ans, et 6 ans maintenant. Et quand on entre dans cette cathédrale, on est tellement impressionné par la beauté de l'endroit. C'était une vieille dame, tout à fait respectable, avec beaucoup de charme, mais c'est devenu un endroit rayonnant. Et je crois que les visiteurs il y a bien sûr les fidèles, mais il y a les visiteurs, il y a tous les Français qui veulent découvrir cette cathédrale, qui connaissent de loin, mais qui ont eu envie de voir en vrai, et qui viennent aussi beaucoup, pas seulement les étrangers. Donc tous ces gens sont vraiment saisis d'émotion. Moi, l'une des personnes de la sécurité à qui j'ai parlé, je lui demandais un peu quelles étaient ses impressions, me disait qu'il voyait des gens essuyer des larmes. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très touchant, de très fort quand on entre dans cette cathédrale. Donc oui, un an, c'est une année importante. Et toute cette émotion vraiment qui saisit les visiteurs de cette cathédrale, on va y revenir tout au long de cette émission, mais je vous pose cette même question à vous aussi, Linda Lenné. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce premier anniversaire ? Pour moi, c'est un an de renaissance. Vous l'avez bien exprimé. C'est vrai que la cathédrale a été très bien restaurée. Et au moment de l'incendie, il y avait aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Et le pari de la reconstruction paraissait presque inatteignable. La durée de 5 ans de travaux, inaccessible. Et finalement, c'est comme un miracle. 5 ans plus tard, elle a pu réouvrir en temps et en heure. Et c'est vrai que le premier regard qu'on porte à l'intérieur, il est chargé d'émotions parce que moi, personnellement, j'avais le souvenir d'une Notre-Dame assez austère, assez grise. Et en fait, lorsqu'on rentre à l'intérieur, la pierre est blonde, elle a été parfaitement nettoyée, les vitraux sont magnifiques. On a également des lustres qui sont un brin versaillais, mais qui permettent justement d'éclairer la beauté gothique. Et c'est vrai qu'elle rayonne. Je pense que c'est la lumière qui est la plus palpable quand on rentre à l'intérieur. Et finalement, ça adoucit également le
le spectacle du passé, le spectacle des flammes, et on découvre finalement Notre-Dame ressuscitée et beaucoup plus belle qu'avant. Et c'était en décembre 2024 que nous découvrions ensemble, d'ailleurs aussi sur le Figaro TV, ces toutes premières images de Notre-Dame ressuscitée. C'était un moment bien évidemment chargé d'émotions, mais aussi festif, que je vous propose de revivre tout de suite. Je m'écriais, mon âme, oh mon âme. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet. Voilà pour ces quelques images que l'on vous propose là tout de suite sur le Figaro TV. C'est vrai que c'est un moment chargé d'émotions. Mesdames, vous y étiez sur place justement au moment où ces images ont été tournées. Sylvie Bretonne, quel souvenir en gardez-vous ? Beaucoup d'émotions, Ouais. même si j'ai pu effectivement même rentrer quelques jours préalablement au moment de la visite du président de la République. Donc j'avais déjà vu cette cathédrale déjà restaurée avec cette grande croix glorieuse qui illumine et qui transcende tout. L'émotion au moment de l'applaudissement très très marqué des pompiers, l'émotion au moment où toutes les paroisses ont pu défiler avec un emblème qui les représentait. L'émotion le dimanche, bien sûr, au moment où Monseigneur Ulrich a pu consacrer l'autel. Donc énormément de moments très divers, en fait, qui sont à la fois religieux, mais aussi plus laïques, plus républicains, qui ont marqué ces 2 jours de réouverture. Et vous, Linda Lenné, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie ? J'ai 3 souvenirs. Le premier, c'est effectivement l'ovation aux pompiers. En plus, on était juste à côté d'eux. Et c'était effectivement vraiment fort de reconnaissance. Ensuite, l'orgue. Ouais. Les premiers sons de l'orgue, parce que là, ça symbolisait effectivement la renaissance, encore une fois, de Notre-Dame de Paris. Et puis, pour moi, c'était aussi un moment de partage universel, puisqu'il y avait toutes les caméras qui étaient braquées sur Notre-Dame, au même titre que pendant les JO. En fait, toutes les télés étaient braquées sur les JO. Oui, le monde avait rendez-vous avec cette soirée-là. Et d'ailleurs, il y avait 2500 personnes. Ouais. Il y avait de très nombreux journalistes. Et il y avait également des chefs d'État et de gouvernement. Il y avait quand même Trump, il y avait Elon Musk. En fait, les grands puissants de ce monde étaient là. Il y avait également Volodymyr Zelensky, il y avait Emmanuel Macron. Et donc, c'était aussi l'occasion pour la France et pour le président de la République de faire du soft power. Oui. C'est-à-dire d'incarner un moment clé dans l'histoire et dans le patrimoine français, pour montrer que finalement, malgré les épreuves, on peut faire preuve de résilience et on peut se relever. Alors ça, c'était en décembre 2024. Et je voudrais maintenant, avec vous, Charles Jégu, qu'on prenne des nouvelles de cet édifice aujourd'hui. Que s'est-il vraiment passé au cours des 12 derniers mois ? Quels ont été les temps forts de Notre-Dame de Paris au cours de cette dernière année ? Alors, vous me posez une colle. Les temps forts, j'ai plus en tête. Vous voudrez peut-être, si vous avez en tête... non, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement la réouverture des portes. En vérité, le temps fort aussi, si je Non, bien sûr. Parce que je cherchais les messes, en fait. Et il y a eu, par exemple, la messe pour le 15 novembre, en souvenir des attentats. Oui, absolument. C'était un moment très fort. Oui. Mais les temps forts, c'est surtout la mise en place de ce circuit de visite qui s'est fait un peu au fil de l'eau, parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de répétition. Ouais. Il a fallu, au fond, toutes les équipes de la cathédrale se sont adaptées à une influence dont ils se doutaient qu'elle serait importante, mais qui a été finalement encore plus importante que celle qu'ils avaient prévue. Donc ça crée une pression sur les entrées, la régulation
du nombre de personnes qui peuvent être dans la cathédrale en même temps, le soin qu'il faut accorder au maintien d'une atmosphère de prière, au respect des fidèles qui sont dans la nef. Tout ça, ça a supposé de très nombreux réglages et je pense que ça s'est fait au fil des mois et finalement de manière très réussie, d'après ce que j'ai pu voir un an plus tard. Alors, il y a eu peut-être quelques plâtres qui ont été essuyés. Ouais. Alors, la Fondation Notre-Dame, en fait, a beaucoup collecté, puisque nous avons été le premier financeur de cette restauration. 358 millions d'euros apportés pour la restauration sur les 850 et plus de 60 000 donateurs. Et nous avons participé à l'organisation des messes de réouverture. Et c'est vrai que c'était une première, la messe pour les donateurs dans la semaine qui a suivi la réouverture, que nous avons complètement portée. On voyait bien qu'il fallait refaire partir, j'allais dire, le paquebot cathédrale. Mais effectivement, les équipes sont très très vite montées en puissance et nous organisons donc régulièrement des concerts pour les donateurs de la Fondation Notre-Dame et on a tout de suite vu que quelques mois plus tard, tout ça était devenu extrêmement fluide. Et ce qui a marqué aussi toute cette année, c'est la reprise de toute cette vie liturgique. Et cette procession notamment du 15 août dernier, aussi, qui a rassemblé dans les rues de l'île de la Cité 3400 fidèles quand même. Ça a été aussi un grand moment, effectivement. Peut-être d'ailleurs l'image la plus éclatante de la résurrection de Notre-Dame de Paris. Elle se vit aussi à l'extérieur, sur le parvis, c'est pour ça qu'effectivement elle est très visible. Absolument. Et avec vous, Linda Lenné, je voulais aussi vous apporter ce chiffre que vous connaissez par cœur, bien évidemment. C'est ces 11 millions de touristes qui ont franchi les portes de Notre-Dame au cours des 12 derniers mois. Quel regard vous portez sur cet engouement populaire? On pouvait s'y attendre? Alors, on pouvait s'y attendre. Et d'ailleurs, avant la réouverture, Notre-Dame avait escompté 15 millions de visiteurs. Alors c'est quoi? C'est une déception, 11 millions? Alors ce n'est pas tout à fait une déception, ce n'en est pas une d'ailleurs, puisque au cours de l'année, il a été décidé de mettre en place une jauge, de manière à ce que la visite soit relativement apaisée. Et je pense que cette régulation, elle a mûri au fil des mois, tout simplement parce que l'historique était un petit peu biaisé. Je m'explique. Si on regarde les bilans qui ont précédé l'incendie, en 2013, Notre-Dame aurait accueilli 14 millions de visiteurs. Et donc j'en ai parlé avec les responsables de la cathédrale et qui m'ont dit, en fait, ce chiffre-là était probablement erroné, puisqu'on intégrait également les personnes qui étaient sur le parvis. Ah oui. Voilà. Et donc, on n'a jamais eu de chiffres vraiment fiables. Et là, c'est la première année, finalement, où on a un système comptable de l'affluence. Et au cours de l'année, la cathédrale s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas accueillir 15 millions de personnes. Donc, il y a une jauge qui a été mise en place. Ça veut dire que chaque jour, il y a 30 à 35 000 personnes qui entrent à l'intérieur. Pour la gestion des flux, comme vous le savez, il y a un système de réservation optionnel qui a été mis en place. Et aujourd'hui, on sait qu'un quart des visiteurs passent par ce système de réservation. Donc, autrement dit, les 3/4 viennent librement. Ils vont patienter un peu sur le parvis, 15 minutes, 20 minutes, mais ensuite, ils vont rentrer dans le respect de cette jauge qui est mise en place à la fois pour des raisons de sécurité, mais également pour que, justement, on n'ait pas le sentiment d'être dans le métro. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de sécurité parce qu'il paraît, et je parle sous votre contrôle, Charles Jégu, que ce parvis de Notre-Dame est l'endroit le plus surveillé de France après l'Élysée, c'est vrai? C'est ce que m'a dit la brigade de la préfecture que j'ai croisée sur le parvis, avec qui j'ai eu une petite conversation impromptue. Et d'abord, ils m'ont montré 2-3 policiers en civil qui étaient au milieu de la foule. Ils m'ont montré les caméras qui, de toute façon, on est devant la préfecture. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça facilite la. On ne peut pas être plus proche des forces de l'ordre, en théorie. À moins que vous soyez dans le commissariat, mais la cathédrale n'a pas été reconstruite à l'intérieur. C'est vrai que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit il y a 2 endroits qui sont complètement quadrillés. C'est l'Élysée, bien sûr,
sans doute le ministère de l'Intérieur, et puis le parvis de Notre-Dame. Et ils m'ont dit, un voleur à la tire qui veut tenter sa chance, au bout de quelques minutes... C'est pas forcément le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Il vaut mieux aller ailleurs, en effet. Enfin, il vaut mieux pas y aller du tout, d'ailleurs. C'est vrai, Sylvie Bretonne, je voulais aussi vous poser cette question au niveau des touristes et des visiteurs qui arrivent sur le parvis de Notre-Dame depuis ces 12 derniers mois. J'ai le sentiment, et encore je parle sous votre contrôle, que la nature des visiteurs a un peu changé. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez parfois des touristes qui venaient, qui passaient par Notre-Dame parce que derrière, ils allaient aller au Louvre et aller dans d'autres musées parisiens peut-être. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a aussi beaucoup de pèlerins qui viennent, que Notre-Dame est véritablement devenue un lieu de pèlerinage, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Tout à fait, avec une vraie dévotion à la Vierge Marie. Et alors, avant l'incendie, bien sûr, Notre-Dame était déjà un incontournable, mais depuis la réouverture, effectivement, il y a un mouvement très important de demande pour ces pèlerinages. Il y a eu plus de 600 pèlerinages qui ont été organisés l'an dernier et ce chiffre va croissant. Systématiquement. Avec notamment pour aussi des questions d'organisation, des besoins d'accueil de ces pèlerins qui ne sont pas encore réalisés, qui font partie des projets à venir dans le futur, donc un centre d'accueil pour les pèlerins et les visiteurs. On a aussi dans les projets à venir pour un meilleur accueil de la cathédrale, un centre d'accueil pour les bénévoles. Il y a presque 500 bénévoles aujourd'hui qui accueillent les visiteurs à la cathédrale. Il faut nous aussi, enfin plutôt le diocèse, que le diocèse puisse accueillir les bénévoles pour des raisons de logistique et de flux, là encore. Charles Jégu, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, en fait, c'est une des choses, effectivement, ça m'a frappé en étant sur place, c'est qu'il y a évidemment une attraction touristique patrimoniale, parce que voilà, c'est l'histoire d'un bâtiment et d'un édifice architecturalement exceptionnel, mais il y a ce phénomène des pèlerinages qui n'existait pas vraiment avant et qui s'est réinventé, s'est trouvé en fait une destination nouvelle. À cause de la dramatisation autour de cet incendie. C'est un incendie qui a failli en finir avec la cathédrale elle-même, et cette dramatisation a touché notamment le cœur des fidèles. Je pense que ça a beaucoup joué dans un attachement nouveau pour la cathédrale. Et en plus, évidemment, comme la restauration est très réussie, vous avez parlé de la lumière, et c'est vrai que l'évêché a fait un travail d'éclairage extrêmement fin, très très joli, et qui est donc très propice y compris aux conversions éventuelles, ou en tout cas au recueillement et à la prière. On va en parler de ces conversions, effectivement, dont vous parlez aussi dans cet article que vous signez dans le Figaro Magazine. Je voulais quand même vous poser cette question au sujet des 11 millions de visiteurs. Est-ce qu'on connaît la nature de ces personnes ? Est-ce que ce sont essentiellement effectivement des touristes, des pèlerins ? Et de quels endroits du monde viennent-ils ? Très bonne question. Merci. En fait, on a peu d'informations sur ces visiteurs. On en a quelques-unes, mais ce sont des tendances vraiment larges. A priori, aujourd'hui, il y a environ la moitié des visiteurs qui sont français, donc, des quatre coins de la France, donc la moitié qui sont étrangers et qui viennent des pays qui attirent naturellement Paris, l'Île-de-France. Donc ce sont des Européens proches, des Allemands, des Anglais, des Belges, des Espagnols. Il y a également des visiteurs plus lointains qui viennent des États-Unis ou du Brésil. Il suffit de se promener sur le parvis pour entendre la multitude de langues. Et puis sinon, on a très peu d'informations parce qu'encore une fois, on n'a pas d'études auprès des personnes qui viennent sur place. A priori, même s'il y a effectivement un élan des fidèles, et les pèlerinages sont nouveaux cette année, vous le disiez à l'instant, la majorité quand même des visiteurs sont des visiteurs touristiques. Et à l'intérieur d'ailleurs, quand vous rentrez, vous voyez beaucoup de monde et une forêt de téléphones portables dressés pour prendre la photo qui sera ensuite instagrammée. Absolument. Donc on a quand même une majorité, et Notre-Dame le reconnaît, de visiteurs touristiques qui viennent parce qu'il y a eu la dramatisation de l'incendie et parce qu'ils sont amateurs d'architecture, de patrimoine, d'histoire.
Et puis, bien sûr, il y a aussi des fidèles qui viennent pour les messes. Beaucoup de fidèles, malgré toutes les polémiques qu'il a pu y avoir avant la reconstruction. Souvenez-vous, on en a aussi parlé sur ce plateau, ce mobilier liturgique très moderne qui a fait beaucoup parler, ce baptistère en bronze notamment de Guillaume Bardet, je parle également de l'autel qui a été vivement critiqué. Finalement, ces polémiques se sont évaporées aussi vite qu'elles sont apparues? Je le crois. Oui, vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus aujourd'hui. À l'époque, souvenez-vous, il y avait des vrais débats sur ce mobilier liturgique. Alors on va parler aussi des vitraux qui, quand même, aujourd'hui sont encore dans l'actualité. Mais ce mobilier liturgique, finalement... Notre-Dame n'a cessé en fait d'évoluer au cours des siècles. Quand on prend la première cathédrale Notre-Dame, elle n'avait pas les chapelles extérieures. Les chapelles sont venues ensuite. Viollet-le-Duc a ajouté la flèche. Donc Notre-Dame n'a jamais cessé d'évoluer. Il est bien normal que... tout simplement, au moment de cette restauration, il y ait aussi une entrée de l'art contemporain, contemporain étant entendu comme de notre époque, tout simplement. Vous n'êtes pas opposé aux vitraux modernes? Je voulais vous poser aussi cette question. Moi, je n'ai pas d'avis à donner sur ce sujet, mais en tout cas, je comprends tout à fait que la cathédrale continue d'évoluer. Tout simplement parce que c'est son histoire. Cette cathédrale aussi, pour celles et ceux qui peut-être habitent loin de l'Île-de-France et qui n'ont pas forcément l'habitude de rentrer dans cet édifice, qui peut-être n'y sont jamais rentrés, est-ce qu'elle est foncièrement différente de celle que l'on a connue avant l'incendie, où vraiment on a quand même une base qui est reconnaissable? Je la trouve quand même très différente, différente d'aspect. C'est cette luminosité qui est différente, on l'a commenté tous. On passe du noir et blanc à la couleur. En fait. Elle est beaucoup plus lumineuse, on le voit sur ces images. Et donc je pense que c'est ça, mais c'est une différence très importante dans l'atmosphère. Et ça permet de voir les piliers, les voûtes, auxquels on faisait moins attention auparavant. Et je pense que le mobilier est une réussite. Et c'est vrai que moi, j'avais vu ces polémiques. C'était toujours difficile de se rendre compte sur photo de la réussite d'une proposition de meubles ou de l'hôtel ou d'ambon ou de baptistère. Mais là, au fond, c'est très bien parce que c'est finalement, ça se fond dans... c'est un mobilier qui s'efface pour laisser voir la cathédrale elle-même, le bâti, cette pierre, cette couleur de pierre. C'est d'abord ça qu'on voit. Et le mobilier, je trouve, est un signal contemporain, mais qui reste très, très humble. Et à aucun moment, cette modernité ne choque les touristes qui rentrent à l'intérieur de la cathédrale. On est d'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus effectivement une question. Alors après l'incendie, vous l'avez rappelé, on a assisté à un élan de solidarité assez invraisemblable. Les chiffres donnent le vertige. 846 millions d'euros, 340 000 donateurs, dont une large partie, évidemment, de la somme venant des plus grosses fortunes de France. Encore aujourd'hui, vous êtes étonné par cet élan de générosité? Écoutez, on n'avait jamais vu ça en France, en tout cas. Et nous espérons continuer à avoir un élan de générosité pour les travaux qui restent encore à faire au niveau de la cathédrale, que ce soit pour la restauration ou bien pour la suite des aménagements. J'ai parlé de ces centres d'accueil, mais il y a aussi des projets d'aménagement avec ces grandes tapisseries, avec par exemple la chapelle Saint-Guillaume actuellement qui est en travaux et pour laquelle il y a l'installation d'un hôtel. Et la Fondation Notre-Dame continue à collecter, que ce soit pour ces projets d'aménagement dont je viens de parler, mais également pour la suite de la restauration, puisque, vous le savez, il y avait 140 millions restants au moment de la réouverture. Il reste 140 millions d'euros dans la tirelire pour l'instant. Tout à fait, aujourd'hui, et ils sont utilisés et dévolus à la consolidation du chevet, des arcs-boutants, et d'ailleurs, si vous allez à Notre-Dame, vous voyez aujourd'hui, il y a des échafaudages à ces endroits-là, mais il y a encore des besoins pour finir ces travaux, pour faire les extérieurs de la sacristie qui n'ont jamais été refaits depuis Viollet-le-Duc. Même chose pour le presbytère. Elle est vraiment en danger. Elle est vraiment en danger, cette sacristie, justement? Elle est en très mauvais état. Oui, tout à fait. Et donc, il y a encore des besoins. Et nous, c'est pour ça que nous avons lancé une collecte que nous avons appelée Notre-Dame 2030 et pour laquelle nous espérons collecter 6 millions d'euros qui contribueront à part égale
à la fois pour la restauration et pour les aménagements intérieurs. Et vous, Linda Lenné, qui connaissez le tourisme mieux que personne et qui connaissez aussi les touristes qui viennent, alors pas tous hein, évidemment, sur le parvis de la cathédrale, 11 millions de personnes, ça fait beaucoup. Est-ce que vous pensez que justement cet élan de générosité va se poursuivre un an après la réouverture des portes de Notre-Dame? Je vous demande une estimation très personnelle, bien sûr. C'est une très bonne question. Ouais, parce que... je pense que l'anniversaire va être célébré. Je pense qu'effectivement, encore une fois, il y aura une fenêtre médiatique pour Notre-Dame de Paris. Il y a également un beau coup de projecteur sur tous ceux qui ont participé à la restauration. Je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler des métiers qui sont parfois en perdition. Donc, il y aura sans doute, oui, un élan de générosité, mais c'est vrai que le principe même du financement des travaux est une question qui se pose pour beaucoup d'édifices religieux en France. D'ailleurs, pas simplement à Paris. Hein. C'est la question qu'on pose aussi. C'est la question effectivement qui aujourd'hui refait surface après les propos de Rachel Dati, qui avait évoqué la possibilité, en tout cas l'hypothèse, d'une entrée à 5 € pour une enveloppe de 75 millions d'euros qui ne serait pas fléchée vers Notre-Dame, mais fléchée plutôt vers le patrimoine religieux français. Donc vers les églises qui n'ont pas justement toute l'assise, ni la visibilité, ni l'affluence de Notre-Dame, et qui sont en fait aujourd'hui dans une situation financière très compliquée, alors même que l'État a de moins en moins les moyens d'entretenir son patrimoine. Je vais faire une comparaison qui est dans le domaine de la culture. Si on prend le château de Versailles, magnifique, il a un budget de fonctionnement très conséquent. Aujourd'hui, son modèle économique, puisqu'on peut l'appeler comme tel, a totalement changé. Et 64% des recettes sont en propre. Donc 64% des recettes viennent de la billetterie et de toutes les activités connexes. Donc on voit bien que, alors même que l'État a de moins en moins de moyens, eh bien, certains édifices prestigieux de notre patrimoine trouvent d'autres relais pour financer leurs travaux et leur entretien. Charles Jégu, c'est vrai que c'est sur le papier assez séduisant, et puis 5 € finalement, ce n'est pas une grande somme, mais le recteur de la cathédrale ne le veut pas. Ni le recteur, ni l'archevêque, ni, je crois, toute l'Église de France. C'est pas une tradition française, et il faudrait changer la loi de 1905, parce que elle précise que quiconque peut entrer gratuitement dans un lieu de culte et que l'entretien de l'édifice est à la charge de l'État. C'est un partage des tâches qui remonte à une loi qui est une sorte de cathédrale à l'intérieur de la République laïque. Et donc je pense que ce sera difficile de la modifier. Donc est-ce que ça vaut la peine de lancer ce débat? Au fond, je me demande. En revanche, c'est vrai qu'il faut être très intelligent pour trouver des solutions de financement. Moi, j'avais fait un autre papier sur la Fondation pour la sauvegarde de l'art français qui a reçu mandat du ministère de la Culture pour lever de l'argent afin de financer des rénovations de façades, des rénovations d'églises partout en France, parce que c'est vrai que le phénomène cathédrale de Paris a montré qu'il était peut-être possible d'en appeler à la générosité des Français sur d'autres églises, mais c'est beaucoup plus difficile d'intéresser les contributeurs, les donateurs à des églises moins connues. Et donc ils ont levé, ça a d'abord été la Fondation pour le patrimoine, elle a levé autour de 20 millions d'euros, disent-ils, et Emmanuel Macron avait annoncé qu'on enlèverait 200 millions. Oui, donc 20 millions d'euros. Là, il faut lever pour terminer le chantier de la cathédrale, je crois, autour de 200 millions d'euros aussi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être utiliser le modèle de l'abbaye du Mont-Saint-Michel? Je vous donne en 2 mots le principe, c'est-à-dire que les visiteurs qui veulent assister à des messes ne payent pas l'entrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais celles et ceux qui veulent admirer l'architecture du Mont-Saint-Michel et qui viennent simplement pour une visite classique payent. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce type de modèle pour peut-être aussi faire en sorte de payer l'entrée de la cathédrale de Paris? Sylvie Breton, vous avez un avis là-dessus? Je peux vous répondre avec une question? Allez-y. Un fidèle qui rentre avec un appareil photo, il est fidèle ou visiteur? Et c'est tout le débat en fait. C'est tout le débat, oui, effectivement. En fait, effectivement, l'abbaye de Mont-Saint-Michel est un modèle à part. Et là, effectivement, ils réussissent à séparer, entre guillemets, ces deux populations avec un principe très simple. C'est-à-dire que les visiteurs qui veulent participer à une messe ont rendez-vous sur le parvis de la Croix de Jérusalem et on leur remet un autocollant participant messe. Et les autres, effectivement, sont acheminés vers l'entrée payante à
16 € si je me souviens bien, ou 13 €, enfin bon, peu importe. Et donc il y a ce distinguo qui est fait et qui permet justement de bien faire la part des choses. Après, il y a la loi de 1905 qui effectivement est un élément très particulier et qui fait que la France ne repose pas sur les mêmes principes que l'Espagne. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, la Sagrada Familia, par exemple, c'est 26 €. Hein. Voilà. C'est à partir de 26 €, effectivement, avec un système là aussi de jauge. Hein. Il y a 1500 personnes par heure. Mais là aussi, c'est un exemple particulier puisque, vous le savez, ce sont finalement les entrées qui ont payé la construction même de la Sagrada Familia pendant 140 ans. Oui. Mais c'est vrai que c'est le cas à la Sagrada Familia, c'est vrai également dans d'autres édifices religieux en Espagne, parce que l'Espagne n'a pas le même regard que la France sur le patrimoine religieux. À voir si... Oui, dernier mot. Un point, parce qu'on en parle peu, mais depuis le mois de septembre, les deux tours peuvent être visitées. Elles ne sont pas propriété de l'évêché, mais du ministère de la Culture. Enfin, exploitées par le Centre des monuments nationaux. Exploitées par le Centre. Et alors, il y a seulement 1000 personnes par jour qui peuvent y monter. C'est payant. Et ça vaut le détour parce qu'on voit, quand on est en haut de la tour, on voit la cathédrale en magnificence à vol d'oiseau, quoi. Exactement, c'est un vrai succès, je le rappelle. C'est d'ailleurs notre couverture. Absolument, tenez, je la remontrerai parce que quand même, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Une petite promotion, vous voyez, je ne sais pas si on voit, voilà, le Figaro Magazine, donc qui consacre sa une effectivement au premier anniversaire de Notre-Dame de Paris. Merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table. On poursuit avec cette plongée au cœur de l'Amérique profonde.